Bonjour, je m'appelle Cathy et je suis à la Nalé d'Issau pour vous raconter mon histoire. Donc au moment où j'ai rencontré mon agresseur, j'étais dans un moment de très grande vulnérabilité. Avant ça, j'étais standardiste dans une compagnie de taxi. L'écriture, la lecture, moi j'ai fait une fac d'histoire de l'art, donc un peu tout ce qui est art, tout ce qui est psychologie et sciences humaines. Et puis le Sénégal, puisque moi j'ai vécu au Sénégal, donc j'ai fait des études de Wolof en fait. Je me suis mariée en 2006 à un Sénégalais. J'ai divorcé en 2012. Et cette personne-là, c'était en 2019. Donc, c'est plus de temps. Et comment c'était avec ton premier mari, enfin ton mariage pour les papiers, pour le visa. D'accord. Et comment t'as découvert tout ça? Comment j'ai découvert tout ça? Il a été caché, il te l'a dit ou? Non, j'ai vu des vols sur... en fait, il me volait de l'argent. Il prenait ma carte bleue la nuit. Et il allait au distributeur pour retirer de l'argent. Et il est parti en Guinée parce que sa maman était en Guinée. Et c'est là que j'ai vu après plein de choses. Il a ouvert des crédits, il m'a volé des chèques en imitant ma signature. C'est plutôt par rapport à des malversations que j'ai compris ça. Et après j'ai vécu encore 6 ans avec un autre Sénégalais dans une relation très toxique, avec un maraboutage. Voilà, j'ai vécu beaucoup de choses et même enfant j'ai eu des agressions sexuelles. J'ai mon grand-père qui est pédophile, donc moi j'ai connu les agressions sexuelles très petites, très jeune. D'accord. Mais t'étais quel type de petite fille? La fille plutôt joyeuse qui justement... Non, anxieuse et enfant modèle. C'est-à-dire l'enfant qui faisait pas de vagues, l'enfant qui était parfaite, qui était dans les premières de la classe, qui ne faisait pas de vagues. Oui, un pervers narcissique, c'est-à-dire c'est une personne qui en elle-même n'a pas confiance en elle et qui a besoin d'humilier les autres pour exister, qui a toujours besoin d'être sur le devant de la scène, qui ses propres complexes, ses propres défauts, il nous les transfère. Il n'accepte pas le non. C'est comme un enfant de 4 ans en fait. Il n'accepte pas le non. Il n'accepte pas quand on lui dit non. Il échafaude un plan après pour se venger de nous. Et est-ce que t'as la frustration? Oui. Par exemple, moi, je ne voulais pas de la relation. Donc, comme il savait que je ne voulais pas de la relation, je voulais rompre le contact avec lui. Il a décidé de se venger et il m'a promis le mariage. Parce qu'il savait que sans ça, ce serait pas possible. Et en même temps, il me disait que ses préférés étaient feintés, esquivés, qu'il se considère comme la pire des espèces, que la vie est une grimace, qu'il peut oublier quelqu'un en une minute. Il me disait qu'il était vraiment. Mais en fait, j'étais tellement sous une sorte d'emprise psychologique, je savais pas à l'époque ce que c'était emprise psychologique. C'est-à-dire qu'il pouvait me dire n'importe quoi. Il a même insulté ma mère. Et en fait, je réagissais pas. Une fois, il m'a dit, t'étais sexy sur la photo, tu devrais l'envoyer à l'homme qui t'a abusé sexuellement. Je réagissais pas. J'étais carrément sous c'est compliqué, quoi, de faire du mal, verbalement. Oui, c'est quelqu'un qui n'existe que, en fait, il a dû subir des traumatismes enfants. Et maintenant, il a besoin de détruire et d'humilier l'autre pour exister, en fait. C'est sa façon, c'est comme un tueur en série, il a besoin de détruire l'autre. En fait, de voir une personne qui est mal, qu'il a un pouvoir, en fait, c'est un rapport dominant-dominé, et quand il sent qu'il a un pouvoir sur une personne qui est vulnérable, ça lui donne le pouvoir qu'il n'a pas eu quand il était enfant. C'est lui qui est parti après m'avoir violée, m'a violée en décembre, et il est parti en trouvant une excuse que je lui aurais lancé un porte-monnaie à la figure, alors que c'est absolument faux. En fait, il avait décidé déjà, avec son feint esquivé, de toute façon, il avait déjà décidé de me laisser, puisque c'était moi qui avais voulu le laisser, donc il a dit non, c'est pas elle qui va me laisser, c'est moi qui vais la laisser. Et c'est juste quelqu'un qui a un profil très très pervers et très sadique, et qui ne supporte pas la frustration. Je l'ai vu, même il prenait par exemple une fois, il m'a pris une peluche des mains, il l'a jetée contre le mur. C'est quelqu'un qui a la mentalité d'un enfant de 4 ans et qui réagit, tu m'as tapé, moi je te tape. C'est vraiment quelqu'un qui de toute façon est dans la destruction, et après moi ce sera une autre. Et il profite du fait qu'il est en France, il a un diplôme au Sénégal qui n'est pas une université qui n'est pas validée, en fait, le diplôme n'est pas reconnu. Donc il est venu en France pour étudier le droit, pour avoir un équivalent. Et il me l'a dit, de toute façon il m'a dit dans la vie on peut absolument tout faire, l'important c'est que personne ne le sache. Et il se dit que de toute façon il est en France, donc il peut se permettre tout. Et que s'il sera au Sénégal, ce serait pas la même chose.
Moi, j'ai porté plainte au niveau pénal, hein, en procédure. Toutes mes plaintes ont été classées. Je dois me porter constitution de partie civile. Et le pire, c'est que j'ai absolument toutes les preuves. J'ai les preuves du viol, les preuves SMS du viol, les preuves de la manipulation. J'ai des témoins, dont des témoins médicaux. J'ai des certificats médicaux. J'ai absolument toutes les preuves. Mais ce qu'il y a, c'est que la justice française est lente. Et non seulement lente, mais il y a 1% des viols qui sont condamnés en France quand même. 1%. Et après combien de temps? C'est-à-dire que la majorité des plaintes sont classées sans suite. Il faut passer au niveau de la Constitution, après des années d'instruction, et pour arriver à... les violeurs, en généralement, c'est disqualifié en agression sexuelle. Donc un viol, normalement, c'est 20 ans de réclusion criminelle. Et généralement, c'est requalifié en agression sexuelle et généralement les personnes prennent du sursis, 6 mois avec sursis, alors que c'est du 20 ans de réclusion criminelle à la base. Non, toutes mes plaintes ont été classées. Là, ça fait 6 mois que mon avocate a demandé le dossier. Elle n'a toujours pas reçu le dossier parce que il faut le dire, dossier de classement en fait pour voir tous les dysfonctionnements et pouvoir reprendre chaque dysfonctionnement. Et après demander une instruction, une enquête, parce que lui, ils ont même pas fait d'enquête sur son passif. Mais généralement, ils font une enquête sur la victime. Et généralement, une femme, c'est toujours une menteuse, c'est toujours une hystérique, une folle. C'est le stéréotype qu'on a sur la fille qui accuse quelqu'un de viol en France. Ok, donc lui, là, c'était vraiment avant le dernier, là, ce que tu m'avais raconté. Ou là, tu parles de cette personne-là? Oui, je parle de cette personne-là. Ah, donc, tu t'es mariée? Je me suis mariée, après j'ai vécu 6 ans avec un autre Sénégalais qui s'est marié derrière mon dos. Bon, c'est pas le problème, mais avec lui, j'ai pas eu de problème. Mais c'est avec ce dernier. Comment je l'ai rencontré? Sur Internet, sur un chat de discussion sur Internet. On a sympathisé très rapidement. Il m'a mis en confiance très rapidement. J'étais dans un moment où même je voulais mettre fin à mes jours. Hein. J'étais dans un moment vraiment de très grosse déprime. J'avais même des problèmes physiques aussi, j'ai toujours eu des problèmes de dents. De toute façon, où j'étais au 115, j'avais ramené des punaises de lit là chez moi. Donc quand on a les punaises de lit aussi moralement, c'est difficile. Hein. Donc j'étais dans un moment où je me dis si je me remarie pas, je pourrais pas accepter. Je suis dans une très grande dépendance affective aussi, puisque fait que j'ai des problèmes avec mes parents et des agressions sexuelles très petites, plusieurs agressions sexuelles qui ont fait que je suis tombée rapidement anorexique. À l'âge de 12 ans, j'ai arrêté purement de manger. Puisque en fait, je savais pas que c'était lié aux agressions sexuelles, mais maintenant il y a un très fort lien en fait. Beaucoup de personnes qui ont subi des agressions sexuelles ont des troubles du comportement alimentaire. Tu as quel âge? J'ai 45 ans. Donc depuis de 12 ans jusqu'à 45 ans, tu as toujours ce problème d'alimentation et de dépression aussi. Ouais. Ma mère est dépressive. Ma mère m'attendait, même m'attendant, elle était dépressive. Donc il y a une partie génétique. Après, il y a une partie culturelle, du fait que j'ai grandi dans un environnement qui était malsain, toxique. Et il y a le troisième facteur qui est le caractère. Donc, quand une personne, elle est déjà sensible ou fragile, voilà, il y a tous ces facteurs. Donc, même si on hérite de la partie génétique, mais qu'après, on n'est pas coupé de sa famille, on vit dans un environnement sain, et que de sa personnalité, on est quelqu'un d'assez fort, moralement, on pourra laisser la partie génétique de côté. Mais si on a ces 3 facteurs, là, ça va être... Ouais. Alors, on s'est rencontrés en juin 2019 sur Internet. On est resté en lien amical et moi, je pensais que ça allait rester en lien amical du fait il a 10 ans de moins que moi. Il avait quel âge à cette époque-là? 42. Et lui, il en avait 31 à peu près. 31, ok. Ouais. Et du coup, à partir du mois de juin, il m'a invité, même si je ressentais qu'il y avait une sorte je pense que à ce moment-là, j'ai fait un attachement traumatique, c'est-à-dire qu'au moment où j'étais tellement mal, je me suis rattachée à cette personne. En fait, j'ai tout centré sur cette personne. C'est comme si je lui donnais ma vie. C'est comme si c'est une personne, par exemple, qui peut être soit dans un moment de vulnérabilité, par exemple un cancer, ou une personne qui est immigrée, qui se retrouve par exemple dans les îles Canaries, je ne sais pas, et une personne qui va prendre soin d'elle, quelque part inconsciemment, elle va se rattacher à cette personne en manière de survie. Et quelque part, c'est comme une sorte de syndrome de Stockholm aussi. Si vous connaissez, c'est le fait de s'attacher à quelqu'un qui va devenir notre sauveur.
Ouais. Et je pense qu'inconsciemment, et quand je l'ai vu la première fois, c'est pour ça que j'ai voulu le rompre le contact, parce que j'ai vu qu'il y avait un très fort attachement. Et pour pas souffrir, j'ai voulu carrément arrêter le contact. Et lui, il l'a mal pris en fait, parce qu'il s'est dit, attends, celle-là, elle veut me laisser. C'est pas elle qui va me laisser, c'est moi qui vais la laisser. Et quand il m'a proposé le mariage, tout ça, bon, je me dis, bon, c'est quelqu'un qui m'aime vraiment, qui a vraiment de la sympathie pour moi. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit une personne qui soit vraiment, qui voulait ma destruction, tout simplement. Ok, donc, est-ce que vous êtes mariés? Non, c'est pas marié. Non, il m'a promis le mariage. Moi, j'attendais, je pensais que c'était quelques mois. C'était au mois de juin 2019. Il m'a laissé en décembre 2019. Donc, ça a été très rapide. Et je pensais, moi, je l'ai présenté à mon père. J'ai dit à mon père qu'il allait m'épouser. Mais lui, bon, je me dis, c'est question juste de quelques mois qu'il va faire ça avec ses parents. Mais ça représente quoi le mariage pour toi? Parce que depuis tout à l'heure, je parle de mariage et j'ai l'impression que c'est important pour toi. Ouais. Mais ça représente quoi exactement? Disons que je me dis que quand on est marié, après ça dépend de la valeur, mais normalement il y a un certain lien qui se fait, c'est-à-dire que quand t'es pas marié quelque part, des fois tu peux laisser la personne et puis voilà, tu te retrouves comme ça. C'est un gage de sécurité en fait, et c'est ce qu'on dit de toute façon, faut mieux pas avoir d'enfants en mariage ou faut se marier. Voilà, c'est un gage de sécurité pour moi. Et puis, je parle pas forcément du mariage civil. Moi, je me suis mariée civilement, je me suis mariée religieusement aussi, mais plus le mariage religieux en fait. Lui, c'est un musulman, mais voilà, dans l'islam, c'est plus le côté sacré qui est important. Le mariage civil, après, c'est autre chose, mais du fait que tu es marié religieusement, ça a quand même un certain poids pour la famille. Et pour vous, c'est important? Oui, pour moi, c'est important. Vous êtes de quelle confession? Chrétienne. Chrétienne. Alors là, il a commencé après, petit à petit, à m'humilier, à me rabaisser, à me dire des choses, à utiliser une fille. Il a utilisé une fille pour me rendre jalouse. Et la fille, l'étudiante, a été un petit peu dans sa manipulation. Des fois, il pouvait dire des choses comme ça. Bon, moi, j'étais pas jalouse, mais il pouvait dire, par exemple, j'étais chez cette fille-là à 23h pour prendre une douche. Des choses comme ça. Ou je pars en boîte. Il partait en boîte, et puis il avait besoin de me le dire, je pars en boîte. Tous les week-ends, il partait en boîte alors qu'il était avec moi. Pour piquer un peu. Voilà, pour essayer de me faire du mal, des petites choses comme ça, ou des fois, par exemple, il me montrait de toute façon que j'étais pas sa priorité. Il faisait en sorte, même quand j'étais avec lui, il étudiait. Par exemple, des petites choses. Par exemple, tu raccompagnes quelqu'un au train, tu fais un signe, par exemple. Lui, il fait comme si j'existais pas. C'est plein de petites choses comme ça. Il m'utilise comme son objet. En fait, il fait, même si on avait des rapports, il me demandait pas. C'était lui qui décidait de tout. Et par exemple, si je lui demande de m'appeler parce que j'ai envie de lui parler, il va me dire, une fois il m'a dit, je suis focus sur mon objectif et si tu essayes de t'interposer entre moi et mon objectif, je ferai abstraction de toi sans aucun scrupule. Il me l'a mis en message. Ça veut dire comme si j'étais une menace et que je suis pas sa priorité. Je suis là en fait, mais je l'embête. Si je lui envoie un message, il me faisait comprendre que ce message l'empêchait de travailler. Voilà, c'est en fait quelqu'un qui pourtant c'était lui qui voulait de la relation puisque c'est moi qui ai voulu rompre avec lui. Lui il m'a montré que il m'a dit je tiens à toi, tu as des valeurs, je veux t'épouser et tout ça. Mais une fois qu'on était ensemble, il te faisait comprendre que tu es moins que rien ou des petites choses. Par exemple, si je parle d'un ami, je dis mon ami, j'ai un ami, il a eu son bac plus 5 à 23 ans. Au lieu de dire c'est bien, il va te dire mais moi aussi j'ai mon bac plus 5 à 23 ans. En fait, il a toujours besoin de se remettre sur le devant de la scène. Et quand tu lui fais quand tu lui dis non, est-ce que je peux avoir ça, tu lui dis non. Il comprend pas pourquoi tu lui dis non. Et il a besoin toujours de te rabaisser, de t'humilier. Ma mère, par exemple, elle a 1 an de plus que mon père. Il m'a sorti une fois, il m'a dit mais ta mère, elle est comme toi, elle aime les petits jeunes, parce qu'il était plus jeune que moi. Des manques de respect comme ça. Un an, ça va. 1 an, c'est rien, voilà. Ouais. Voilà, mais elle avait 1 an de plus, mais il a besoin de. En fait, il trouve n'importe quelle circonstance
pour pouvoir te rabaisser, où il va me dire que je suis manipulatrice, que je suis une ingrate. Et puis c'est des personnes qui sont toujours, hein, c'est comme pour les violences conjugales, qui sont dans le chaud et dans le froid. C'est-à-dire qu'un jour, au départ, il te fait croire que t'es son ange, il te met sur un piédestal, il t'appelle 6 heures par jour, il te fait comprendre que tu es indispensable à sa vie, et puis d'un seul coup, comme ça, il va avoir un comportement déplacé. Par exemple, je lui ai envoyé un poème que j'avais écrit pour lui, il me dit bah j'ai envoyé ce poème à ma maman. Donc je vais pas lui dire bah, de comment tu as parlé de moi à ta maman, je lui dis simplement bah qu'est-ce que ta maman a pensé du poème. Et il me dit comme ça te regarde pas. Personne qui a des réactions complètement des fois déplacées ou inattendues. Il peut être gentil, adorable, et puis d'un seul coup comme ça, il a une réaction que tu comprends pas. Mais pensons, on était dans une relation à distance. Déjà que l'été, il a déjà utilisé une fille et la fille a nié un petit peu. Il a étudié justement cette étudiante lilloise. C'est ce qu'on appelle la triangulation en fait dans la perversion narcissique, c'est-à-dire qu'il y a moi, il y a toi, et il utilise une troisième personne pour te faire du mal, pour la monter contre toi ou pour te rendre jalouse. C'est toujours, ils utilisent toujours même des fois une ex, ou ils utilisent toujours une personne pour te faire sentir mal. Et on n'était même pas à peine ensemble, il devait venir chez moi pour officialiser les choses, et il m'a dit comme ça, bah cette fille-là elle a perdu sa chambre universitaire, je vais l'héberger. Donc dans un 9 mètres carrés, avec une fille qui est en plus voilée, hein, c'est une fille qui était voilée. Et il me dit comme ça, bah la nuit, par exemple la nuit, tu pourras me voir à la webcam, tu pourras voir qu'il se passe rien entre nous. Voilà, c'est besoin de dire des choses comme ça pour faire du mal. Et voilà, et on n'était même pas encore ensemble. Et j'en ai parlé à mon meilleur ami il me laisse tomber quoi. Mais j'étais en fait tellement dans un moment de vulnérabilité où j'avais besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie que j'ai tout accepté. J'ai accepté ce que je n'aurais pas dû supporter en temps normal. Quand il était là, ça se passait relativement bien, mais comme il disait, c'était le feinte et esquivé, c'est-à-dire que tout ce qu'il était, c'était du simulacre. C'est-à-dire qu'il jouait la comédie. Même s'il m'embrassait ou me disait je t'aime, tout était faux. C'était de la comédie. Parce qu'il avait décidé de toute façon de me le faire payer, le fait que j'avais voulu le laisser. Donc que ça serait lui qui allait me laisser. Et tout le long de la relation, il allait m'humilier, me rabaisser, me faire bien comprendre qui il était. Et c'est le jour où vraiment, mais moi j'étais tellement sous emprise que j'arrivais pas à voir même s'il y avait des signes. Et le jour où vraiment il est parti de chez moi, c'est là que mes ennuis ont commencé. Mes troubles du sommeil, mes cauchemars, j'ai eu plusieurs pathologies, j'ai eu des hépatites, j'étais aux urgences, j'ai eu beaucoup de problèmes somatiques, beaucoup de maladies. Parce que ça m'a vraiment traumatisée de comprendre qu'une personne pouvait arriver à ce point, pouvait jouer la comédie, surtout profiter de l'état d'une personne qui est suicidaire, moi je suis reconnue handicapée, à presque 80%. J'ai une maladie du sang en plus, qui fait que si j'ai une grossesse, c'est une grossesse très à risque, et il a eu des rapports non protégés contre mon consentement, donc ce qui est un viol, et il m'a même dit, parce qu'à un moment je lui ai refusé un rapport, il m'a dit je vais pas te violer quand même, pour bien me dire voilà, tu veux pas faire ce que j'ai envie, je vais te faire du mal. Surtout quand une fille qui a déjà été violée, qui a eu déjà des agressions sexuelles. Et après, il a eu un rapport, et même quand j'ai des SMS où je lui dis mais pourquoi tu m'as dit je vais pas te violer, il me répond je te l'ai dit, c'est tout, ça n'a aucun intérêt d'en parler. Donc à dire à une fille je vais pas te violer, c'est comme si je dis je vais aller au marché. Et après, il m'a envoyé un message, je serai là si tu es enceinte. Ça prouve bien qu'il y a eu le rapport. En plus, quand vous avez le facteur 5 Leiden, comme moi, qui est une maladie de la coagulation, avec des rapports médicaux qui prouvent que quand vous êtes enceinte, c'est des injections d'héparine. Voilà, toutes ces preuves-là, c'est des preuves et SMS. Après, il m'envoie même des SMS où je passe d'une relation à une autre sans aucun état d'âme, sans aucun scrupule, bonne chance et bonne chasse. Ce genre de message. Et même mes amis lui ont parlé, ils ont dit mais elle est traumatisée, elle peut se suicider. Il a dit je sais, simplement je sais. Mes amis me disent c'est un psychopathe. Ils ont porté plainte contre lui. Mais la justice ne fait absolument rien, avec toutes les preuves comme ça. Absolument rien. La justice française, hein. Ouais, justice française. Des personnes qui m'a fait connaître sont au Sénégal, et en fait des personnes qui sont au Sénégal m'ont insulté. Du type, des messages du type, vu que ton grand-père t'a abusé sexuellement, tu devrais t'habituer. J'ai des types de messages comme ça, et pour la justice, bon, ça sera pas quelque part de la complicité de viol, même si, en fait, ce qu'ils ont fait simplement, c'est d'étouffer l'affaire auprès de leur famille, parce qu'ils connaissent ses parents. Ils auraient pu aller voir ses parents et te dire, voilà, ton fils, regarde ce qu'il a fait à une fille.
Mais au contraire, ils étouffent, ils font tout. Et quand j'ai dit c'était une jeune femme en fait qui m'a présenté, qui est au Sénégal, parce que sa petite fille elle est infirme moteur cérébrale. Donc comme moi je fais des actions pour faire venir les enfants ici, pour faire soigner des enfants en France, ça m'est déjà arrivé. Il m'a dit bon, est-ce que tu peux m'aider à faire venir ma fille en France pour intégrer un centre pour son développement. Donc je dis y a pas de problème. Et après bon, on a sympathisé et tout. Et quand il est parti, je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Je lui ai dit parle à ça. Elle connaît bien sa famille. Je lui ai dit parle à ses parents parce que lui il m'avait pas présenté ses parents. Je savais même pas le quartier dans lequel il était en plus à Dakar. Si j'avais au moins le quartier à Dakar, j'aurais pu savoir. Mais un Diouf à Dakar, il y en a des milliers et des cents. Donc, quand j'ai dit à parler à ses parents, elle m'a dit non, c'est pas mon rôle. Et après, elle m'a dit plusieurs temps après, elle m'a dit mais vu que t'as été agressée sexuellement, tu devrais t'habituer. Par message. Et il y en a une qui m'a dit ben vu que tu étais suicidaire, c'est pas bien grave qu'il abuse de toi. Voilà, ce genre de message. Et pour la France ne le prendra pas puisque des personnes qui sont résidentes au Sénégal. Donc ils m'ont dit si vous venez après mon affaire est jugée en France. Donc moi ce que je vais faire au Sénégal, c'est juste déjà mon livre est au Sénégal. De toute façon je peux pas parler de cette personne dans les médias parce qu'il y aura diffamation du fait qu'il y a la présomption d'innocence, mais parler à ses parents, oui. Et je suis sûre je rencontre des personnes qui l'ont connu, qui connaissent sa famille et qui vont m'aider. Donc moi, mon premier but, c'est d'informer sa famille. Et j'ai toutes les preuves. Et mon deuxième but, bon, éventuellement de porter plainte pour ces personnes là, c'est plus des insultes, de la diffamation, mais c'est pas de la complicité quelque part de viol, dans le sens où la complicité de viol, c'est vraiment amener quelqu'un, aider quelqu'un à violer une autre personne. Et là, ils ont simplement couvert. Mais le point, c'est que quelque part, et surtout son ami avocat, il a un ami avocat au barreau de Paris, chez qui il a passé Noël, parce que c'était le moment de Noël qu'il était chez moi, et son ami qui est avocat, avec qui ils ont fait la même université au Sénégal, il était chez lui il me l'avait pas présenté, mais je savais qu'il s'appelait Paul, simplement, je savais même pas son nom de famille, mais qu'il était avocat. Il a passé Noël chez lui. Il l'a ramené la veille du jour du viol, parce que c'était le 26 décembre qui m'a violée. Et au départ, après je suis pas sur internet, j'ai trouvé, et puis un Paul, des chrétiens, il y en a pas tant que ça au Sénégal, il y en a très peu. J'ai trouvé cet homme-là, je suis partie à son cabinet à Paris, je lui ai expliqué les faits, il m'a dit arrêtez de me casser les couilles avec vos histoires. Et j'ai le message écrit. Donc il y a tellement de gens qui le couvrent. À l'université c'est pareil. À l'université je suis partie parce qu'il a changé quand il y a eu cette histoire, il a quitté sa cité universitaire. J'ai même écrit à la cité universitaire pour expliquer les faits, ce qui s'était passé. J'ai été reçue au consulat du Sénégal à Paris. Donc le consulat du Sénégal a mon dossier. J'ai prévenu l'université ont été même jusqu'à me dire ah mais la réputation de l'université. Oui. Voilà. Donc j'ai averti un petit peu tout le monde, j'ai écrit même en France, j'ai des lettres de députés, je peux vous envoyer, j'ai des députés une députée du 94 qui a même écrit au ministre à Dupond-Moretti. J'ai une lettre du ministère de l'Intérieur, j'ai écrit au président de la République qui m'a pas répondu, j'ai écrit au président de la République du Sénégal, je n'ai pas eu de réponse. Et j'ai vraiment alerté un peu tout ce que je pouvais, sans diffamer, bien sûr, sans donner son nom. Tous les journalistes que j'ai essayé d'interpeller, ils m'ont rejeté, au nom de la présomption d'innocence. Parce que si demain je dis PPDA m'a violé, je vais faire la une du journal. Si je dis Paul ou Jean m'a violé, on s'en fout. Mais écrire mon livre, c'est-à-dire que j'avais pas le choix quelque part. J'ai décidé de me dire... au départ, je pensais que la justice, quand même, elle aurait été de mon côté, du fait que je suis reconnue handicapée, que lui, il est étudiant étranger, moi que je suis française, que... voilà, je pensais et que j'ai suffisamment de preuves pour l'accabler. Je pensais que la justice allait être de mon côté. Mais j'ai écrit mon livre, et 2 livres même,
parce que ça c'est le premier. J'ai écrit un autre livre qui est actuellement, j'ai un contrat déjà d'assuré, mais j'attends les retours des autres maisons d'édition. J'ai écrit pour me déverser déjà, parce que j'avais pas le choix. En fait, tout venait dans ma tête, et j'ai décidé de cette destruction, parce que j'étais tellement mal qu'il fallait que j'en fasse une création et que je puisse en faire quelque chose. Je savais que j'allais le publier au Sénégal. Je m'étais dit quelque part ça sera une arme par rapport à peut-être si j'en ai besoin, mais je m'attendais pas à ce que j'en ai aussi besoin que maintenant, parce que je pensais quand même que, mais vraiment quand je dis que la justice m'a traité de persécutée, on m'a mis plus bas que terre. Quand j'ai été portée plainte à la police, on m'a dit vous êtes pas chez Auchan, vous faites pas vos courses. Mais vraiment on est dénigré. De toute façon c'est pas seulement moi, c'est la plupart des femmes victimes de viol, de violences. On voit, il y a une femme qui meurt tous les 3 jours, c'est pas pour rien. La police française est absolument pas formée. La justice est patriarcale. La société, on est dans une société patriarcale qui ne s'intéresse ni aux femmes, ni aux enfants. Voilà. Et encore, je suis blanche quelque part. Je dis, je serais une femme noire, handicapée. Là, c'est fini. J'ai énormément de soutien de la part du Sénégal. Par rapport aux Occidentaux, j'ai été, je voulais mettre mon livre à Lille, puisque mon agresseur est à Lille, et même des librairies féministes. Comme c'est une petite maison d'édition qui est dans le 94, c'est une gabonaise, mon éditrice est gabonaise. J'ai appelé les maisons d'édition, les libraires à Lille pour promouvoir mon livre. On m'a dit, mais nous on travaille qu'avec les auteurs qu'on connaît, les grands éditeurs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez essayé avec des associations? Les associations n'ont pas de poids. Toutes les associations, s'ils sont pas bienfaisantes, moi je crois plus aux associations. J'ai démarché des associations, j'ai fait tout ce qu'il y avait de possible, inimaginable, et ça c'est la majorité des femmes qui le vivent. Quand on est vraiment dans l'engrenage de la justice, on se dit mais soit on abandonne, et on se dit bon, et c'est ce que beaucoup nous conseillent, nous disent des fois mais laisse tomber. Non, j'ai plus de nouvelles. Je sais qu'il est toujours en France. Il devait partir normalement parce qu'il a terminé ses études, mais il est toujours là visiblement, parce que il m'a bloqué de partout, donc je peux pas l'appeler, et de toute façon j'ai l'interdiction de quoi que ce soit, de l'approcher, j'ai interdiction de l'appeler, parce que comme la police m'a dit quelque part que, en plus même mon avocat me l'a déconseillé, parce que si j'essaye tout rapprochement avec lui, ils vont dire voilà que je veux me venger ou des choses comme ça. Donc ils m'ont déconseillé d'avoir le moindre contact avec lui. C'est comme ça, sinon là on va pas être présent. Voilà, et même en ayant, là j'ai absolument aucun contact. Lui par exemple, il a été quand même convoqué pour plainte pour viol. Il a été convoqué simplement en audition libre. Il a même pas été en garde à vue. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a porté plainte contre moi en réaction. Alors que il m'avait bloqué il m'avait bloqué quand il a été reçu, c'était en juin 2020. Il m'a bloqué en mars 2019. Donc entre mars 2019 et juin 2020, il n'a absolument aucun appel de moi. Rien du tout. Et s'il avait voulu porter plainte, il a porté plainte pour harcèlement. S'il avait voulu porter plainte pour harcèlement, tu portes plainte pour harcèlement pour une personne qui t'a bloqué et qui pendant 1 an ou 2. Ouais, donc il a porté plainte uniquement parce que il a été convoqué. Donc il m'a dit tu m'as tapé, moi je te tape. Et qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été appelé un de ses amis avocats qui m'a été m'insulter sur pas avocat, il est élève avocat, qui m'a été m'insulter sur Messenger. Et quand j'ai vu le message sur Messenger, où il m'a dit sur Messenger, il m'a dit parce que l'autre lui aurait dit que il m'aurait dragué, que lui cet homme-là m'aurait dragué et tout ça. Il m'a dit il paraît que tu as été dire que je t'aurais fait des avances. Il m'a dit tu n'as pas honte de salir les gens honnêtes. Et sur Messenger, il m'a envoyé un message comme ça, gratuitement. En gros, c'est toi qui passes pour la méchante. Voilà, exactement, parce que lui, il va raconter n'importe quoi. J'ai pas répondu à ce message je l'ai envoyé au niveau de la justice. Et quand j'ai reçu ce message, je savais qu'il avait été entendu à la police. Parce que lui, il est comme ça. C'est-à-dire que si j'entreprends quelque chose contre lui, action-réaction. Donc, il a vu que moi je l'avais... C'est comme un enfant de 4 ans, tu m'as tapé, je te tape. Il a été convoqué,
Donc forcément, de toute façon, il a dû dire que voilà, j'étais une folle, j'étais tout ce qu'on veut, hein, inimaginable. Je sais pas ce que j'attends d'avoir l'audition pour voir exactement ce qui a été dit. Et puis, il a été porté plainte pour menace. Bon, la plainte a été classée sans suite. Il a porté plainte pour menace. Menace de quoi? Je ne sais pas. Menace. Alors qu'il n'avait plus de contact avec moi depuis 1 an. Là, on attend de recevoir le dossier. Mon avocate attend d'avoir le dossier de constitution de partie civile pour pouvoir du dossier pour faire une demande de constitution de partie civile. Donc là, on va saisir directement, c'est la cour d'appel, du niveau. Et là, ils vont diligenter une enquête, vraiment. Parce que là, il n'y a pas eu d'enquête, pratiquement. Ils ont même pas été faire une enquête sur sa vie, sur son passif. Lui venait d'arriver en France. Donc, ils ont même pas été au Sénégal, questionner le Sénégal pour dire, mais est-ce que monsieur n'avait pas violé d'autres filles? Il n'a pas eu d'autres faits de ce type? Ils n'ont absolument rien fait. Par contre, ils ont dû aller voir ma vie. Oui, celle-là, elle a eu des agressions sexuelles. Celle-là, elle a fait 2 ans 115. C'est une folle. Voilà. Par contre, la victime, il se prive pas de faire une enquête sur eux. Donc, je sais que ça va prendre des années. Et moi, moralement, vu que ça fait 2 ans que je vis avec ça et que j'ai les conséquences déjà physiques et morales, je pourrais pas encore attendre des années comme ça dans cet état. Parce que ma santé se dégrade, je n'ai pas de relation avec quiconque, j'ai plus de relation amoureuse puisque je fais plus de confiance aux hommes. Donc ma vie, elle est quand même en suspens par rapport à ce que j'ai vécu. Et alors que, mais au Sénégal, je sais que là, je vais faire bouger les choses. J'ai heureusement cette chance-là. Quand ses parents déjà quand ses parents vont le savoir, là, pour moi, ça sera un soulagement. Vraiment. Vraiment. Parce que je sais qu'il va redescendre, lui, il veut avoir l'image, comme ça, une image lisse de l'homme parfait. Déjà, moi, quand je veux venir sur le terrain, je veux déjà que mon livre, je vais parler d'un livre qui existe en librairie, je vais pas parler d'un livre qui n'existe nulle part. Donc déjà, il faut que je vais en profiter pour faire des conférences, mais indépendamment de cette affaire-là, hein, pour sensibiliser aux violences sexuelles, à tous, puisque mon livre c'est sur les agressions sexuelles au Sénégal. Mon livre se passe au Sénégal. Donc c'est en français et en wolof, et il y a 2 poèmes qui se passent en France et un qui se passe sur l'excision, qui se passe en Guinée. Mais le reste, tout se passe au Sénégal. D'être vraiment au départ de ses ressentis, parce que dans une relation toxique, il y a toujours des signes. En fait, l'agresseur nous dit vraiment qui il est, mais nous on choisit de pas voir. Mais il y a toujours des signes, toujours des signes, et de faire un travail aussi sur soi-même, sur son histoire, pour essayer de pas reproduire. Parce que en fait, l'être humain, il se construit à partir de ce qu'il était enfant. Donc, si on se dit, bon, j'ai eu une enfance, j'étais torturée, j'étais ci, ça, voilà, j'ai coupé, et maintenant, je fais comme si cette partie-là de mon passé n'existe pas. Et je suis une nouvelle personne, je vais rencontrer des bonnes personnes, et on est dans l'erreur. Parce que 90% de notre fonctionnement, c'est inconscient. Donc on va tomber forcément un jour ou l'autre, on va tomber sur et on attire aussi. Si on a un fonctionnement négatif comme moi j'ai un fonctionnement très négatif. Avant je relativisais, c'est-à-dire il pouvait m'arriver une petite blessure, je n'en faisais pas, voilà. J'avais quelque chose, même quand mon mari m'a volé, c'est pas grave. J'avais pas de haine, j'avais pas de colère, mais le fait d'avoir cette colère aussi en soi, ça attire la colère. Donc, ce qui fait que moi, j'attire que le négatif dans ma vie. Tout est négatif dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai cette haine, cette colère contre lui. Et que t'as pas guéri, on va dire, t'as pas soigné. Non. Et j'ai besoin vraiment quelque part de cette justice au Sénégal. J'ai besoin que ses parents sachent. Moi, c'est ma justice, c'est que ses parents sachent. On sait que la famille, c'est très important. Oui, parce que rien que ça. Je pense que c'est même pire que voilà, parce que c'est l'image, tu vois, tu veux être l'image parfaite, mais quand l'image est écornée, parce que même s'ils choisissent de pas voir, ils vont dire non, de toute façon c'est qu'une blanche, on n'a rien à foutre, ils le seront quelque part. Donc même ça va vous aider à vous reconstruire, vous pensez? À me reconstruire.
Non, je pense pas, mais j'en ai besoin à pas aller plus bas. Parce que je sais que si je le fais pas, c'est mon corps qui va prendre. C'est un cancer ou c'est, de toute façon, je vais en mourir, ça c'est sûr et certain. Je me connais intimement, je sais ce que j'ai besoin. Et même si les gens me découragent, je me dis mais non, mais voilà, ils te méritent pas ou blablabla. Et ils n'arrivent pas à comprendre que moi je vais jusqu'au bout de ce. Mais c'est vraiment quelqu'un qui m'a humiliée et c'est vraiment des personnes qui arrivent à cibler toutes tes failles et à détruire toutes tes failles. Ils voient toutes tes faiblesses. C'est des gens très intelligents. Ces personnes, les personnes pervers narcissiques sont des gens très, surtout lui. C'est une personne très intelligente. Et il l'a dit, dans la vie, on peut absolument tout faire. L'important, c'est que personne ne le sache. Ça veut tout dire. Donc, il sait ce qu'il doit faire. Il est très prudent. Il sait là où il va s'attaquer à qui il va s'attaquer. Il peut pas s'attaquer à n'importe qui. Il va s'attaquer aux personnes faibles. Voilà. Et puis, j'aurais été sénégalaise. Il sait que ça aurait pas été possible parce que entre Sénégalais, voilà, il y a des réseaux, tout se serait su. Mais il se dit, attends, celle-là c'est une blanche, elle pourra rien faire contre moi parce que j'ai tous les Sénégalais de mon côté. Mais c'est pas comme ça va pas se passer comme ça. Ok, bon en tout cas nous, t'as tout notre soutien. C'est bien. Ouais, que tu vas réussir. Tiens, je vous montre ton livre devant la caméra. Ouais, on le voit bien, tu peux tourner. Voilà. Ok, super. Bah, si tu as un dernier mot à ajouter, qu'est-ce que tu souhaiterais dire? Merci de m'avoir accueilli et d'avoir permis de témoigner.